La roche là-haut semble venir d'un autre monde. Et pourtant, la première grande surprise des scientifiques, c'est que la montagne est beaucoup plus vieille que le mythe, mais qu'une partie de la vie qui s'y accroche est, elle, bien plus récente qu'on l'imaginait. Imaginez une forteresse plate, posée entre le Venezuela, le Guyana et le Brésil, découpée de falaises presque verticales, suspendue à plus de 2800 mètres d'altitude, avec un sommet d'environ 35 km² battu par la pluie, le brouillard et un vent qui vous racle le visage. Le mont Roraima appartient au massif des tépuis du parc national de Canaima, un site classé par l'UNESCO, et sa roche fait partie du supergroupe du Roraima, déposé au Paléoprotérozoïque, entre environ 1,950 milliard et 1,780 milliard d'années. Dit autrement, ce décor existait déjà à une époque où ni les dinosaures, ni les fleurs, ni les mammifères n'étaient encore là. Pour les peuples autochtones de la région, ce lieu n'est pas juste un sommet, il est sacré, lié à la figure de Macunaíma et au mythe de l'arbre primordial coupé au commencement du monde. Voilà pourquoi Roraima n'a jamais été seulement une montagne. C'est un carrefour entre géologie extrême, mémoire mythique et science moderne. Pendant très longtemps, les naturalistes ont regardé ce plateau comme on regarde un coffre fermé depuis des millions d'années. L'idée semblait parfaite. Des falaises gigantesques isolent le sommet. Donc, la vie qui s'y trouve doit être restée piégée là-haut depuis un passé très ancien. Cette vision a nourri ce qu'on appelle souvent la théorie du plateau, selon laquelle les tépuis seraient les restes d'un ancien grand plateau érodé, et leur sommet conserverait des lignées biologiques archaïques, presque des survivants d'un autre âge. Ce n'était pas une lubie romantique, l'endémisme y est réellement spectaculaire. Sur certains tépuis, une grande part des plantes vasculaires et une proportion encore plus impressionnante des amphibiens et reptiles n'existent nulle part ailleurs. Tout invitait donc à croire que Roraima était une capsule temporelle. Et vous voyez le piège? Quand un paysage a l'air d'un monde perdu, on commence vite à prendre l'apparence pour une preuve. Puis la génétique est entrée dans l'histoire et elle a cassé l'image comme un coup de marteau dans une vitre. En 2012, des travaux sur des grenouilles des tépuis ont montré que, malgré l'ancienneté fantastique des roches, certaines lignées vivant sur ces sommets ne sont pas des reliques intactes du fond des âges. Les chercheurs ont estimé que la divergence entre plusieurs espèces de rainettes des tépuis remontait surtout au Pliocène, avec des séparations datées d'environ 2 à 5 millions d'années, et non à des dizaines de millions d'années comme on l'aurait attendu si chaque sommet était un coffre totalement scellé depuis très longtemps. Une autre étude a même conclu que les échanges phoniques entre sommets aujourd'hui isolés avaient été plus importants que prévu. C'est capital, parce que cela renverse l'idée la plus séduisante sur Roraima. Le plateau n'est pas un musée figé. C'est un laboratoire évolutif, où l'isolement existe, oui, mais n'est pas absolu. Alors comment des animaux peuvent-ils circuler dans un endroit qui ressemble à un paquebot de pierre aux parois lisses? C'est là que le mystère devient plus fin, plus intelligent. Les biologistes n'affirment pas que les grenouilles prennent l'ascenseur. Ils montrent surtout que l'isolement des tépuis n'a pas toujours été aussi parfait qu'on le croit à l'œil nu. Des connexions anciennes par des pentes plus accessibles, des couloirs humides, des fissures, des rebords, des périodes climatiques différentes, tout cela a pu permettre à certaines espèces de monter, redescendre, recoloniser, se séparer de nouveau. En clair, la falaise n'est pas toujours un mur absolu. Parfois, sur des milliers ou des millions d'années, elle devient une frontière poreuse. Et ça change tout, parce que la grande découverte sur Roraima n'est pas seulement « la vie y est étrange », c'est « la vie y a bougé plus récemment qu'on ne le pensait ». Le monde perdu respire encore.
Mais attention, casser le fantasme d'un isolement total ne rend pas Roraima banal. Au contraire, plus on le mesure, plus on découvre que ce sommet a inventé ses propres règles. Les sols y sont acides, très pauvres en nutriments, souvent oligotrophes, gorgés d'eau dans certains secteurs et exposés à des conditions dures malgré l'humidité constante. C'est précisément dans ce décor que prospèrent des plantes carnivores comme Helianthora nutans, une sarracénie des hauteurs. Les études sur son environnement montrent des sols tourbeux pauvres, un microclimat humide, modérément frais et remarquablement stable. Pourquoi est-ce important? Parce qu'on comprend enfin que l'étrangeté du plateau n'a rien de magique. Si les plantes là-haut piègent des insectes, ce n'est pas pour faire exotique, c'est parce que le sol leur donne si peu qu'elles ont dû chercher ailleurs l'azote et les nutriments. Sur Roraima, la bizarrerie n'est pas un accident, c'est une réponse élégante à la pénurie. Et puis, il y a les crapauds du ciel. Parmi les animaux les plus fascinants du plateau figure Oreophrinella kelchi, ce petit crapaud presque noir lié au sommet de Roraima et à un autre tépuis voisin. Son existence à elle seule raconte à quel point le lieu force l'évolution à devenir inventive. Des travaux sur le genre Oreophrinella ont montré un développement direct. Pas de phase aquatique libre comme chez bien des amphibiens, mais de gros œufs déposés dans des nids terrestres, avec une vie adaptée à un milieu de roches, de mousse, de fissures et de flaques instables. Les chercheurs ont aussi décrit chez ces crapauds un comportement de boule et de roulade qui pourrait aider à échapper aux prédateurs sur les surfaces rocheuses. Vous vous rendez compte de la scène? Un petit amphibien de montagne qui ne mise pas sur le saut classique du crapaud, mais sur une stratégie de terrain presque absurde, comme si la pierre elle-même avait réécrit sa notice biologique. Ce détail compte énormément, parce qu'il montre que Roraima ne conserve pas seulement des espèces rares, il modèle leurs comportements les plus intimes. Et maintenant, le tournant que peu de gens voient venir. Sous ce plateau de grès et de quartzite, il y a des grottes, pas quelques trous, pas des fentes anecdotiques, de vraies grottes, immenses, complexes, au point d'avoir obligé les spéléologues à revoir une vieille certitude. Pendant longtemps, on considérait le quartzite comme une roche très peu favorable à la formation de grands réseaux souterrains comparables au système calcaire. Or, sur le Roraima, le système Roraima-Sur, également appelé Cueva Ojos de cristal, a été cartographié sur plus de 16 km, ce qui en fait la plus grande grotte de quartzite connue au monde selon les sources exploratoires citées par les chercheurs. Pourquoi est-ce un choc scientifique? Parce que le plateau ne se contente pas d'être extraordinaire en surface. Il possède aussi un envers, un intérieur, une architecture cachée que la géologie classique sous-estimait, comme si la montagne avait gardé un second visage, invisible depuis les falaises. Et dans cette obscurité minérale, la science a trouvé encore plus déroutant que la pierre, des microbes. Une étude sur la grotte Roraima-Sur a mis en évidence une activité microbienne élevée par rapport à d'autres systèmes souterrains, avec des communautés différentes selon qu'on s'approche ou non de l'entrée. Les zones plus profondes étaient dominées à plus de 80% par une lignée particulière de ctédonobactérales au sein des chloroflexie. Et les auteurs soulignaient qu'il s'agissait de la première identification de membres de cette classe dans un tel contexte. Ça paraît technique, presque sec. En réalité, c'est immense. La plupart de nos modèles sur les écosystèmes de grottes viennent de mondes calcaires. Ici, on découvre qu'un système souterrain en quartzite, pauvre, acide, étrange, peut héberger une vie microbienne active et très spécialisée. En d'autres termes, Roraima n'est pas seulement un refuge pour les formes de vie visibles.
c'est aussi un atelier pour l'invisible. Et c'est là que la montagne devient presque philosophique. À la surface, on voit des flaques noires, des dalles polies, des plantes étranges, des reliefs qui ressemblent à des ruines. En dessous, des grottes. Dans les grottes, des microbes qui remodèlent notre vision de ce qu'une roche siliceuse peut abriter. Tout cela dans un paysage que les expéditions du XIXe siècle ont aidé à transformer en mythe de mondes perdus. Les scientifiques, eux, découvrent autre chose. Pas un décor figé pour roman d'aventure, mais un système vivant, chimique, mouvant, interconnecté. Le paradoxe de Roraima est là. Plus la science avance, moins le lieu devient magique au sens naïf, et plus il devient vertigineux au sens réel. Parce que le vrai mystère n'est pas « y a-t-il des monstres là-haut ?» Le vrai mystère, c'est comment un milieu aussi ancien peut encore produire autant de nouveautés. Mais la découverte la plus inquiétante n'est pas enfouie dans les grottes. Elle vient de nous. Au sommet de Roraima, des travaux botaniques ont recensé 227 espèces, dont 44 nouveaux relevés pour le sommet, 13 espèces exotiques introduites par l'humain et au moins une espèce nouvelle pour la science. C'est déjà un signal d'alarme. Puis, des microbiologistes ont détecté des hélicobactères dans des eaux douces du Tépuy, une première pour cet écosystème. Ensuite, en 2022, des chercheurs ont rapporté les premières infections chytrides observées dans la région du Pantepuy, avec une corrélation significative entre les infections et la proximité des sentiers touristiques. Et en 2025, une autre étude a montré que la pression humaine sur le sommet réduisait la diversité fonctionnelle microbienne de 59% dans les sols et de 21 puis 14% dans le microbiome cutané et fécal d'Oreophrynella kelchi par rapport à des sites plus préservés. Là, la narration change brutalement. La question n'est plus seulement « qu'a découvert la science sur Roraima ?» La question devient « combien de temps ce laboratoire naturel restera-t-il intact ?» Ce point est crucial. On imagine souvent les sommets isolés comme naturellement protégés, hors d'atteinte, presque invulnérables. Or, Roraima est l'un des rares grands puits accessibles à pied, visités par des milliers de touristes chaque année, avec des zones de passage répétées et une gestion qui, selon les chercheurs, ne suffit pas toujours à empêcher déchets, contamination microbienne et perturbations écologiques. Ce détail change toute la lecture du site. L'isolement géographique n'est plus une garantie. Une montagne peut être perchée au-dessus des nuages et rester biologiquement vulnérable à des bottes boueuses, à un campement mal géré, à une bactérie transportée sans y penser. Le sommet le plus ancien devient alors l'un des écosystèmes les plus fragiles du présent. Et vous sentez le malaise. Le mystère de Roraima n'est plus seulement cosmique, il devient moral. Alors, qu'ont vraiment découvert les scientifiques sur le plateau Roraima? Ils ont découvert que la pierre y est presque inimaginablement ancienne, mais que la vie n'y suit pas un scénario simple de reliques figées. Ils ont découvert que les falaises isolent sans enfermer totalement, que certaines espèces sont nées plus récemment qu'on le croyait, que les plantes carnivores de ce sommet ne relèvent pas du folklore, mais d'une logique écologique impitoyable, que le sous-sol cache les plus grandes grottes de quartzite connues et des communautés microbiennes capables de bouleverser ce qu'on croyait savoir sur les mondes souterrains. Et, plus dérangeant encore, ils ont découvert que ce sanctuaire n'est pas hors d'atteinte de l'empreinte humaine. En somme, Roraima n'est ni un conte pour touristes, ni un simple monument géologique. C'est un endroit où l'ancien et le récent s'entremêlent, où l'isolement est réel mais imparfait, où la découverte scientifique casse les légendes pour révéler quelque chose de plus profond.
La nature n'aime pas les catégories trop simples. Et pourtant, malgré tout cela, la montagne garde une carte qu'elle n'a pas encore complètement montrée. Parce qu'une fois qu'on accepte que Roraima n'est pas un coffre scellé, une autre question surgit aussitôt, beaucoup plus troublante. Si le sommet échange, mute, s'érode, se contamine et se réinvente encore, alors qu'est-ce qui, là-haut, résiste vraiment au temps? La roche, les microbes, les espèces endémiques, ou bien une mécanique plus discrète, cachée dans les brumes, les fissures et les eaux noires du plateau? C'est là que l'histoire devient encore plus étrange. Et le plus dérangeant, c'est que la prochaine réponse ne viendra peut-être pas du ciel au-dessus de Roraima, mais de ce qui rampe, se dissout et se transforme sous vos pieds. Le vrai prédateur de Roraima n'a ni dents ni yeux. Il tombe du ciel. On imagine souvent le plateau comme une citadelle immobile, figée dans le temps, presque indifférente au monde. C'est faux. Là-haut, tout commence avec l'eau. Pas l'eau douce et tranquille d'une carte postale, mais une eau qui martèle, s'infiltre, stagne, noircit parfois, disparaît dans des fissures, puis réapparaît plus bas comme si la montagne transpirait en secret. Les études récentes sur le sommet montrent un milieu beaucoup plus brutal qu'on ne l'imagine depuis la vallée. Vent froid, radiation solaire et ultraviolette intense, alternance de sécheresse sévère pendant la saison sèche et d'inondations pendant la saison humide. Sur le Roraima, des chercheurs ont même enregistré plus d'1 mètre de pluie en un peu plus d'1 mois, un chiffre qui suggère que les anciennes estimations climatiques sous-évaluaient peut-être la violence réelle du plateau. Et dans les systèmes de quartzite des tépuis, les eaux de surface peuvent devenir ambrées, très acides, chargées en acides organiques issus de la végétation en décomposition. Voilà la première leçon scientifique. Roraima n'est pas une simple table de pierre. C'est une machine hydrologique extrême, et cette machine gouverne tout, depuis la forme des roches jusqu'au destin des espèces qui s'y accrochent. C'est précisément cette eau qui a forcé les géologues à revoir une idée qui paraissait solide comme le plateau lui-même. Pendant longtemps, beaucoup pensaient en substance ceci. Le quartzite est résistant, donc les grandes cavités souterraines doivent y être rares, rudimentaires, presque anecdotiques. Puis Roraima a répondu par un rire silencieux venu des profondeurs. Sous la surface, les spéléologues ont cartographié un réseau qui atteint environ 16 km, et ce n'est pas le plus troublant. Le plus troublant, c'est la manière dont il s'est formé. Les travaux sur la géochimie et la spéléogenèse des tépuis montrent que la vieille explication centrée sur la simple dissolution du quartz ne suffit pas. Dans les grands systèmes de Roraima et d'autres tépuis voisins, la formation des cavités semble dépendre surtout de niveaux de sable mal cimentés, restés piégés entre des couches plus dures, de circulations anciennes de fluides, et aussi d'un processus de latéritisation qui fragilise certaines roches plus riches en minéraux autres que le quartz. En clair, la montagne ne s'est pas seulement dissoute, elle s'est aussi défaite de l'intérieur, par ses points faibles, par ses couches oubliées, par ses zones imparfaitement scellées. C'est capital pour comprendre le plateau. Même l'une des roches les plus obstinées de la planète peut cacher des organes mous. Et lorsqu'un relief aussi ancien révèle qu'il possède des zones de vulnérabilité interne, il cesse d'être un monument. Il devient un organisme géologique. Cette eau ne creuse pas seulement la pierre, elle choisit aussi qui a le droit de vivre là-haut. Au sommet de Roraima, les chercheurs rappellent qu'il n'existe que 2 espèces d'amphibiens connues, et toutes 2 ont abandonné la stratégie classique des têtards aquatiques. Elles pondent sur terre. Leur développement est direct. Pas de mare d'enfance, pas de détour. On dirait presque que la montagne leur a interdit toute dépendance à l'eau libre,
alors même qu'elles ruissellent sans arrêt. Mais ces deux espèces répondent à ce même monde de manière opposée. D'un côté, Oreofrinella kelchi, le petit crapaud sombre des hauteurs, actif toute l'année, présent dans presque tous les micro-habitats du sommet, au point que les études récentes parlent de millions d'individus. De l'autre, Pristimantis oreoventris, beaucoup plus discret, plus lié aux broméliacées et aux zones franchement humides, si rarement observé que les chercheurs signalent qu'il existe à peine quelques dizaines de spécimens de musée. Deux voisins, deux réponses, deux philosophies de survie. L'un occupe la montagne comme s'il en connaissait chaque fissure. L'autre semble la traverser avec prudence, comme un locataire qui ne se sent jamais tout à fait chez lui. Et c'est précisément ce contraste qui passionne les biologistes. Sur une même île de pierre, soumise au même vent, à la même pluie et à la même pauvreté du sol, l'évolution n'a pas fabriqué un modèle unique. Elle a produit deux manières incompatibles d'endurer l'altitude. Le cas d'Oreofrinella kelchi est encore plus déroutant quand on le regarde de près. Les études de capture, de recapture et de suivi spatial ont montré un animal à la fois extrêmement abondant et étonnamment peu mobile. Il peut franchir quelques mètres entre des plaques de végétation, traverser à l'occasion de la roche nue, mais ce n'est pas un grand voyageur. La distance maximale relevée en une journée n'atteint qu'une trentaine de mètres, et, après un déplacement initial, beaucoup d'individus réduisent encore leur mouvement. Pourtant, ce quasi-immobilisme n'a pas empêché l'espèce de prospérer. Les estimations publiées donnent une population de l'ordre de 12 millions d'individus en saison humide sur l'ensemble du sommet, puis d'environ 3 millions en saison sèche, soit une chute de plus de 4 fois. Quand on lit ces chiffres, on comprend quelque chose d'essentiel. Roraima n'est pas peuplée de survivants fantomatiques au bord de l'extinction permanente. Au moins pour ce crapaud, le sommet peut fonctionner comme une forteresse démographique, capable de soutenir des effectifs immenses malgré l'isolement, la saison sèche, la pauvreté des sols et l'extrême fragmentation du paysage. C'est une découverte importante parce qu'elle corrige une intuition romantique mais fausse. L'isolement ne produit pas forcément des vies maigres et vacillantes. Il peut aussi produire des sociétés animales compactes, robustes, disciplinées par la contrainte, presque calibrées pour durer dans un monde où tout semble pourtant conçu pour les décourager. Puis, les physiologistes ont ajouté un détail qui frôle l'absurde. Ils ont découvert que ce petit crapaud peut supporter un refroidissement bien plus poussé que ce que l'on attendrait d'un amphibien vivant sur un sommet tropical. Les expériences de terrain récentes montrent chez Oreofrinella kelchi une température critique minimale qui peut descendre sous zéro, alors que l'autre amphibien du sommet, Pristimantis oreoventris, reste beaucoup moins tolérant au froid. Ce résultat est fascinant pour une raison simple. Les observations climatiques du Roraima ne racontent pas toute la même histoire sur le gel. Certaines séries décrivent un sommet froid, humide, battu par le vent, mais sans gel observé. D'autres n'excluent pas des épisodes occasionnels proches du point de congélation. Autrement dit, les scientifiques ne regardent pas un monde polaire. Et pourtant, ils trouvent un amphibien préparé à encaisser un froid plus sévère que celui que le climat local semble lui imposer de façon régulière. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être que Roraima conserve, dans les corps de ces espèces, des marges de sécurité héritées d'une histoire environnementale plus variable qu'on ne croyait. Peut-être aussi que le microclimat des fissures, des mousses, des rochers et des poches d'air humide crée des contraintes beaucoup plus fines que les mesures générales. Dans tous les cas, la découverte est extraordinaire. Sur cette montagne, où le brouillard semble tout adoucir, la sélection naturelle a tout de même équipé un petit crapaud comme s'il devait rester prêt pour un froid qui ne vient presque jamais. C'est le genre de détail qui change une légende.
le monstre de Roraima n'est pas géant. Il tient dans une paume, et il porte dans son sang la mémoire d'un climat plus dur que l'image touristique du plateau. Mais ce n'est pas seulement le présent du plateau qui vacille sous le regard des chercheurs. Son passé aussi devient plus trouble. Pendant des décennies, l'idée d'un monde perdu, totalement scellé par les falaises, a dominé l'imaginaire scientifique et populaire. Puis la génétique a commencé à raconter autre chose. Des travaux sur les vertébrés des tepuis ont montré que les échanges phoniques entre sommets aujourd'hui isolés avaient été beaucoup plus importants qu'on ne le supposait. Chez Oreofrinella, la distance génétique relevée entre les populations du Roraima et du Wayasipu voisin est même pratiquement nulle dans certains fragments étudiés. Chez d'autres amphibiens des tepuis, des recherches phylogéographiques suggèrent des divergences liées surtout au Pliocène, donc beaucoup plus récentes que le grand âge des roches. Ce n'est pas un détail de spécialiste, c'est une bombe conceptuelle. Cela signifie que les falaises, si impressionnantes à l'œil humain, n'ont pas toujours fonctionné comme des verrous absolus à l'échelle de l'évolution. Les connexions ont pu exister, se refermer, se rouvrir, ou laisser passer certaines lignées, tandis que d'autres restaient prisonnières. Et soudain, Roraima cesse d'être une arche immobile déposée hors du temps. Il redevient ce qu'il est probablement depuis longtemps, un système de passages intermittents, de séparations incomplètes, de voisinage biologique tantôt rompu, tantôt renoué. Le mystère n'est donc plus de savoir comment des espèces ont survécu là-haut pendant des millions d'années. Le mystère devient plus subtil. À quel moment précis la montagne s'est-elle ouverte, et pour qui? Ce basculement de perspective a une conséquence brutale pour l'avenir. Si Roraima n'est pas seulement un coffre du passé, alors il est aussi un piège du futur. Les botanistes ont utilisé ce sommet comme ligne de base pour suivre ce qui pourrait arriver aux flores des tepuis sous l'effet du réchauffement. Et les résultats sont sévères. Le pantépuis rassemble environ une cinquantaine de sommets tabulaires avec une diversité végétale et un endémisme exceptionnel. Or, les projections citées par les chercheurs indiquent qu'au cours de ce siècle, entre environ un tiers et la moitié des plantes vasculaires endémiques de cette province pourraient perdre leur habitat à mesure que les conditions propices se déplacent vers le haut. Le problème, bien sûr, c'est qu'au sommet, il n'y a plus de plus haut. Une forêt de plaine peut migrer. Une espèce de colline peut tenter sa chance plus haut. Mais une plante déjà installée sur le toit n'a devant elle que le bord du toit. C'est pour cela que les scientifiques parlent non seulement de protection in situ, mais aussi de banques de graines, de collections vivantes et même, en dernier recours, de déplacements assistés. On atteint ici un point presque tragique de l'histoire de Roraima. Ce lieu qui semblait hors d'atteinte parce qu'il est perché au-dessus du monde est peut-être précisément vulnérable parce qu'il est perché au-dessus du monde. Plus un écosystème est spécialisé, plus il a l'air pur, et plus il risque d'être sans issue lorsque le climat change. À ce stade, la science devient presque dérangeante, parce que plus elle avance, plus elle montre que Roraima est un lieu à double fond. À la surface, une biologie d'altitude qui semble taillée pour l'endurance. En dessous, des cavités de quartzite qui ont déjà révélé une activité microbienne élevée et des communautés profondes dominées par des lignées très particulières. Et à l'échelle plus large des autres grandes grottes de tepuis en quartzite, les chercheurs vont encore plus loin. Ces environnements riches en silice sont désormais étudiés comme des analogues possibles pour comprendre des signatures de vie très anciennes sur Terre, et même certains types de biosignatures que l'on pourrait chercher sur Mars. Il faut être rigoureux ici. Cela ne veut pas dire que Roraima cache la preuve de la vie extraterrestre. Ce serait du spectacle facile. Ce que cela veut dire, en revanche, est déjà énorme. Les mondes souterrains de tepuis comme ceux du Roraima
ont obligé les microbiologistes et les géochimistes à prendre au sérieux des écosystèmes où la silice, l'oligotrophie, l'eau et les microbes interagissent d'une façon qu'on avait très mal comprise. En d'autres termes, le plateau ne nous apprend pas seulement quelque chose sur lui-même. Il nous apprend comment la vie peut s'imprimer dans des roches pauvres, dans l'obscurité, avec presque rien. Et cette idée déborde largement le Venezuela, le Guyana ou le Brésil. Elle touche à une question beaucoup plus vaste. Quelle trace la vie laisse-t-elle lorsqu'elle n'a ni forêt, ni coquilles, ni os, seulement des films microbiens et des minéraux? Alors, qu'ont encore découvert les scientifiques sur le mystérieux plateau Roraima? Que la pluie y agit comme un sculpteur et un juge. Que l'eau acide et la pauvreté chimique ne sont pas des détails de décor, mais les véritables lois du sommet. Que les grottes n'y sont pas des accidents, mais la conséquence d'une histoire géologique plus complexe que prévu. Que deux amphibiens vivant côte à côte peuvent incarner deux modèles opposés de survie. Que l'un de ces petits crapauds est assez nombreux pour se compter en millions, assez prudent pour vivre presque sans bouger, et assez étrange pour être physiologiquement prêt à un froid que le sommet n'offre presque jamais. Que les falaises n'ont jamais été des murailles parfaites, et que l'avenir du plateau pourrait être plus fragile que son passé n'était ancien. Plus on cherche à réduire Roraima à une formule simple, plus il se dérobe. Monde perdu? Pas exactement. Île évolutive? Oui, mais une île avec des fuites. Sanctuaire inviolé? De moins en moins. Modèle pour comprendre la vie dans les milieux extrêmes? De plus en plus. C'est précisément ce mélange qui rend le lieu si troublant. Roraima n'est pas mystérieux parce qu'il refuse la science. Il est mystérieux parce que la science, à chaque réponse, lui découvre une nouvelle profondeur. Et le plus inquiétant, c'est qu'on n'a peut-être pas encore touché le cœur du problème. Car lorsque la roche, l'eau, les microbes, les plantes et les amphibiens racontent tous une histoire différente du même sommet, une dernière question surgit, plus sombre que les autres. Roraima est-il un refuge ancien qui se transforme encore, ou un équilibre si précaire qu'un très léger changement peut suffire à le faire basculer tout entier? C'est là que commencent les hypothèses les plus troublantes. Et c'est aussi là que le plateau cesse d'être seulement une montagne pour devenir un avertissement. Le sommet de Roraima a parfois l'air brûlé. C'est un mensonge. Ce noir n'est pas une cendre. C'est une peau vivante. Quand les biologistes ont commencé à regarder sérieusement la surface du plateau, ils ont découvert quelque chose de presque dérangeant. La roche nue n'est pas nue. Les pluies quasi quotidiennes, les brouillards et l'humidité permanente permettent à des algues et à des cyanobactéries de coloniser les dalles en un biofilm noir qui recouvre la pierre comme une encre mince. Et ce n'est pas une petite curiosité de laboratoire. Sur le sommet, des chercheurs ont collecté 139 échantillons sur 4 années, dans des parois humides, des mares rocheuses, des tourbières, de petits ruisseaux et des cascades. Résultat, une diversité algale étonnante, avec notamment 96 diatomées, 44 cyanobactéries, dont 2 espèces nouvelles pour la science, et bien d'autres groupes encore. Autrement dit, ce que l'œil prend pour un désert noir est en réalité un tissu microscopique très actif. Et cela change la scène entière. Parce que Roraima n'est pas seulement une montagne où la vie survit. C'est une montagne où la vie commence par rendre la pierre habitable. Pense à ce que cela implique. Avant les grandes plantes étranges, avant les crapauds, avant les récits sur le monde perdu, il y a cette couche sombre, collée au quartz, qui profite de chaque goutte d'eau et de chaque minute de lumière. Elle prépare le terrain. Elle piège l'humidité. Elle participe à l'usure de la roche. Elle occupe les fissures, les films d'eau,
les recoins invisibles. La grande découverte ici, c'est que le plateau n'est pas un décor minéral sur lequel on aurait ensuite posé quelques espèces bizarres pour faire joli. Non. Le plateau fonctionne du bas vers le haut. D'abord les microbes et les microalgues. Ensuite, les sols minuscules. Ensuite, les îlots de végétation. Ensuite, tout le reste. C'est pour cela que la surface de Roraima semble si étrange. Ce n'est pas une prairie continue, ni une forêt rabougrie, ni un simple chaos rocheux. C'est un collage vivant, construit par couches, comme si la montagne bricolait son propre écosystème morceau par morceau. Et justement, ces morceaux sont l'une des choses les plus fascinantes que les botanistes aient observées là-haut. Sur de larges zones du sommet, la végétation ne forme pas un tapis uniforme. Elle se rassemble en îles, isolées sur la roche, parfois minuscules, parfois beaucoup plus grandes, séparées par des étendues de pierres nues. Des travaux menés sur Roraima ont montré que ces îlots peuvent aller de moins d'1 mètre carré à plus de 100 mètres carrés, et que leur composition dépend fortement de la profondeur du sol, de l'humidité et de la taille même de l'îlot. C'est un détail magnifique, parce qu'il révèle une géographie cachée à l'intérieur même du sommet. Le plateau est déjà une île dans le ciel, mais à l'intérieur de cette île, il existe un archipel supplémentaire, des mini-mondes, des poches de vie qui ne se ressemblent pas toutes. Certaines retiennent mieux l'eau, d'autres offrent un peu plus de matière organique, d'autres encore restent trop exposées, et la flore répond à cette mosaïque avec une précision chirurgicale. Vous voyez le vertige? Même sur le toit du monde perdu, la vie a encore inventé des frontières. Puis viennent les plantes qui ont achevé de transformer Roraima en lieu de légende. Pas parce qu'elles seraient surnaturelles, parce qu'elles sont logiques jusqu'à l'extrême. Les sols du sommet sont acides, oligotrophes, pauvres en nutriments. Dans un tel monde, certaines plantes ont cessé d'attendre gentiment que le sol les nourrisse. Elles ont changé de stratégie. Helianthora nutans, la fameuse plante à urne de Roraima, pousse justement dans ces substrats tourbeux, pauvres et saturés d'eau, sous un microclimat frais, très humide et remarquablement stable. C'est la partie importante. La plante carnivore n'est pas là pour faire exotique. Elle est là parce que le sommet impose une économie de pénurie. Quand la terre donne trop peu, la feuille devient piège. Quand l'azote manque, la pluie et les insectes entrent dans l'équation. Et d'un coup, le plateau cesse d'être simplement beau. Il devient impitoyablement cohérent. Le plus incroyable, c'est la manière dont Helianthora chasse. Pas avec des mâchoires, évidemment, avec la météo. Des chercheurs ont montré que les poils dirigés vers l'intérieur de ces urnes sont extrêmement mouillables. Dès qu'ils sont humides, un film d'eau se forme, la surface devient glissante et les insectes perdent prise. Dans les expériences, l'humidité a fait bondir le taux de capture des fourmis d'environ 29 à près de 88%. Ce chiffre mérite qu'on s'y arrête. Cela signifie que, sur Roraima, la pluie n'arrose pas seulement la plante, elle active son arme. Le brouillard, l'averse, l'eau qui ruisselle sur la surface intérieure de l'urne ne sont pas un décor climatique. Ils font partie du mécanisme de prédation. Et comme les urnes de cette plante n'ont pas de couvercle protecteur comme beaucoup d'autres pièges végétaux, elles possèdent un orifice de drainage qui empêche l'inondation tout en maintenant le système opérationnel. Une feuille qui piège grâce à l'aquaplanage. Une pluie qui devient complice. Sérieusement, qui a besoin de monstres quand la botanique fait déjà ce genre de choses? Ce détail a une portée plus grande qu'il n'y paraît. Toutes les espèces du genre Helianthora vivent sur les massifs gréseux des tépuis ou dans leurs savanes voisines, et leur séparation géographique a longtemps été considérée comme un moteur majeur de leur diversification.
Mais, sur Roraima, le piège lui-même raconte autre chose en plus. L'évolution ne s'est pas contentée d'isoler des plantes d'un sommet à l'autre. Elle a travaillé la mécanique fine de leur surface, de leurs poils, de leur relation à l'eau, de leur manière d'exploiter la pluie plutôt que de la subir. La falaise isole, oui. Le climat sculpte, encore plus. Et c'est souvent là que les découvertes scientifiques sont les plus fortes. Pas dans les grandes phrases sur l'isolement, mais dans les détails concrets qui montrent comment une espèce s'accorde au millimètre avec son milieu. Sur Roraima, même un piège végétal devient une preuve que l'étrangeté du plateau est une technologie naturelle, pas un simple effet de décor. À ce stade, une vieille question revient forcément. Roraima est-il vraiment ce coffre fermé qu'on a tant aimé imaginer? Les scientifiques ne sont plus aussi sûrs de la réponse. Depuis des années, l'origine des biotes du Pantépuy, la province des Tépuis, nourrit un débat presque théâtral. D'un côté, l'image classique du Lost World, des sommets isolés depuis très longtemps, où des lignées anciennes auraient survécu comme dans des vitrines de pierre. De l'autre, l'hypothèse des déplacements verticaux. Durant les alternances climatiques du passé, certaines flores et certaines faunes auraient pu monter, descendre, se reconnecter partiellement, puis se retrouver à nouveau séparées. Des travaux sur la végétation des Tépuis ont conclu que ces hauts plateaux ont bien connu des déplacements verticaux liés au changement climatique, mais qu'en même temps, environ la moitié des Tépuis n'auraient jamais été reliés entre eux par de simples connexions de basse altitude. Conclusion. Aucune théorie seule ne suffit. Il faut du mélange, de l'isolement, du mouvement, de la vicariance, de la dispersion. Ce n'est pas une faiblesse de la science. C'est au contraire le signe qu'elle a cessé de traiter Roraima comme une carte postale. Et ce mélange explique peut-être pourquoi le plateau semble toujours échapper aux catégories faciles. Un monde perdu? Oui, en partie. Un carrefour biologique où certaines espèces ont bougé plus qu'on ne le croyait? Oui, aussi. Un musée? Par moment. Un laboratoire? Clairement. C'est précisément ce qui rend Roraima si cinématographique et si difficile à résumer. On voudrait qu'il choisisse une identité, qu'il soit antique, soit mobile, soit sanctuaire, soit système ouvert. Mais la montagne refuse. Elle garde les deux visages. La roche raconte l'extrême ancienneté. Les organismes racontent des histoires de fragmentation, d'adaptation et parfois de déplacements plus récents. Les chercheurs avancent, corrigent leurs modèles, révisent les scénarios. Et plus ils affinent, plus le plateau devient mystérieux, non pas parce qu'il serait magique, mais parce qu'il force la science à penser en nuances. Roraima n'est pas un simple reliquaire, c'est une contradiction stable. Mais voici la partie la plus amère. Pendant que les scientifiques essaient encore de comprendre comment ce monde s'est formé, nous sommes déjà en train de le modifier. Les relevés botaniques effectués sur le sommet ont établi une base de référence impressionnante. 227 espèces recensées, 44 nouveaux signalements pour le sommet, 13 espèces exotiques introduites et au moins une espèce nouvelle pour la science. Lis bien cette phrase. Sur le même plateau, on trouve à la fois du jamais vu pour la science et des intrusions venues d'ailleurs. C'est presque une scène de crime écologique. Le lieu continue de livrer des organismes rares et au même moment, il commence à absorber les traces de notre passage. Ce contraste est essentiel pour comprendre Roraima aujourd'hui. Le mystère n'est plus seulement « qu'y a-t-il là-haut ?» Le mystère est devenu « qu'est-ce qui y sera encore là demain ?» Le signal le plus inquiétant n'est même pas forcément visible. Des microbiologistes ont mis en évidence la présence de hélicobactères dans des eaux douces du Tépuy Roraima, montrant que même les eaux de ce sommet isolé
pouvaient héberger des bactéries auxquelles on ne pense pas spontanément en regardant une montagne perdue dans les nuages. Puis, une autre étude a rapporté les premières infections chytrides observées dans la région biogéographique du Pantepuy, avec une corrélation significative entre les infections et la proximité des infrastructures touristiques de base. C'est le genre de découverte qui devrait glacer tout le monde, parce qu'elle détruit une illusion très confortable, l'idée qu'un lieu difficile d'accès est automatiquement protégé. Non, un sommet peut être éloigné et rester vulnérable. Il suffit de quelques sentiers, de quelques campements, de quelques semelles, et le refuge commence à devenir une porte d'entrée. Et la science la plus récente pousse l'alerte encore plus loin. Une étude menée sur le sommet a montré que la perturbation anthropique réduit la diversité fonctionnelle microbienne d'environ 59% dans les sols et aussi de façon nette dans le microbiome cutané et fécal du petit crapaud endémique Oreophrynella kelchii. Les auteurs insistent sur un point capital. Sur Roraima, le problème n'est pas seulement la disparition éventuelle d'espèces visibles, c'est aussi la dégradation des fonctions microbiennes qui soutiennent l'écosystème et qui peuvent influencer la résistance des hôtes aux maladies. En d'autres termes, la blessure commence dans l'invisible. C'est plus sournois, plus difficile à photographier, plus facile à ignorer. Et pourtant, c'est peut-être là que l'équilibre du plateau se joue vraiment. Un monde comme Roraima peut paraître robuste vu de loin parce qu'il est ancien. De près, il se révèle parfois terriblement délicat parce qu'il fonctionne grâce à des interactions fines, discrètes, presque silencieuses. Ce qui est fascinant, c'est que toutes ces découvertes, prises ensemble, racontent la même histoire avec des langages différents. Les algues disent « la pierre est déjà habitée ». Les îlots de végétation disent « la vie s'organise en fragments ». Les plantes carnivores disent « la pluie peut devenir un outil de chasse ». Les débats biogéographiques disent « l'isolement n'a jamais été aussi simple qu'on le croyait ». Les études sur les bactéries et les champignons pathogènes disent « l'empreinte humaine monte plus haut qu'on ne veut l'admettre ». Et le petit crapaud du sommet, lui, semble dire autre chose encore. Un écosystème peut sembler stable pendant des temps immenses, tout en étant sensible à des perturbations minuscules. C'est cela, le vrai vertige de Roraima. Plus on le regarde de près, moins on voit une forteresse, plus on voit une membrane. Alors qu'ont découvert les scientifiques sur le mystérieux plateau Roraima, à ce stade de l'histoire, que le sommet n'est pas d'abord un monument. C'est une surface active, une peau noire de microbes, un archipel d'îlots végétaux, un atelier de pièges botaniques où la pluie participe à la capture, un lieu assez ancien pour nourrir des mythes, mais assez dynamique pour ruiner les mythes trop simples, et surtout, un système où la frontière entre le minéral et le vivant est beaucoup plus mince qu'on ne l'imaginait. C'est pour cela que Roraima donne une impression si étrange aux voyageurs. Ce n'est pas seulement parce qu'il est haut, plat et entouré de falaises. C'est parce qu'il montre un monde où la roche n'est jamais complètement roche, où l'eau n'est jamais seulement de l'eau, et où même le silence du sommet cache un travail biologique incessant. Et pourtant, malgré tout cela, il reste une question encore plus troublante. Si la montagne fabrique son propre équilibre avec des microbes, des eaux acides, des sols maigres, des espèces ultra spécialisées et des connexions biogéographiques incomplètes, alors que se passe-t-il quand cet équilibre est poussé juste un peu trop loin? Pas assez pour faire un effondrement spectaculaire, juste assez pour dérégler les rouages. C'est là que Roraima devient plus qu'un mystère scientifique. Il devient une expérience en cours, une expérience grandeur nature sur la fragilité des mondes anciens. Et le plus inquiétant, c'est que la prochaine découverte
ne portera peut-être pas sur ce qui a survécu là-haut pendant des millions d'années, mais sur ce qui pourrait disparaître en premier. Le plus grand danger de Roraima n'arrivera peut-être jamais avec un fracas. Il viendra en silence, comme une buée sur la pierre. C'est sans doute ce que la science a découvert de plus troublant sur ce plateau. Les mondes anciens ne disparaissent pas toujours de façon spectaculaire. Ils se dérèglent d'abord à voix basse. Un peu plus de chaleur, un peu plus de passages humains, un peu plus de déchets, de microbes importés, de plantes déplacées sans le vouloir. Et soudain, ce qui paraissait éternel commence à changer sans demander la permission. Roraima n'est pas seulement un sommet étrange au bord des nuages. Il fait partie du parc national de Canaima, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO de 3 millions d'hectares, dont environ 65% sont occupés par des formations de tépuis. C'est un sanctuaire gigantesque, mais les évaluations officielles récentes parlent aussi d'une réalité beaucoup moins romantique. Hausse de la fréquentation, risque d'espèces invasives, impact cumulatif du feu, des changements d'usage des terres et même de l'activité minière, dans et autour du bien protégé. Voilà la première fissure dans le rêve. Le plateau n'est pas hors du monde. Le monde monte jusqu'à lui. Et là, un paradoxe brutal apparaît. Plus un sommet est haut, plus on imagine qu'il est protégé. En réalité, plus une espèce vit près du toit, moins elle a d'issue. C'est l'une des idées les plus importantes des chercheurs qui travaillent sur le Pantepuy, cette province biogéographique des tépuis. Plusieurs études ont utilisé Roraima comme point de référence pour suivre l'effet du réchauffement sur les flores montagnardes. Certaines projections avancent qu'environ la moitié des plantes endémiques du Pantepuy pourraient perdre son habitat d'ici la fin du siècle. D'autres modèles, plus larges, ont même estimé qu'environ 4/5 de la flore vasculaire régionale pourrait être menacée, avec jusqu'à plusieurs centaines d'endémiques concernés. Ces chiffres restent des projections, pas des condamnations gravées dans la pierre. Mais ils comptent énormément, parce qu'ils révèlent le piège fondamental de Roraima. Quand on vit déjà au sommet, migrer vers le haut n'est plus une stratégie. C'est un mur. Et ce mur, la science commence déjà à le voir à travers des cas très concrets. En 2024, une étude sur l'orchidée Prostechea jawana, une plante emblématique du Pantepuy, a montré à quel point ces espèces peuvent devenir vulnérables lorsqu'on projette leur avenir climatique. Les modèles de distribution indiquent une réduction potentielle d'environ 79% de son habitat favorable vers le milieu du siècle, puis d'environ 92% dans la période suivante. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une orchidée, c'est un signal. Une espèce spécialisée, belle, discrète, perchée dans un univers déjà extrême, peut se retrouver lentement poussée vers l'absence. Et ce détail devrait vous arrêter une seconde. Quand un paysage a l'air invincible, ce sont souvent ses formes de vie les plus fines qui nous montrent en premier qu'il ne l'est pas. Roraima est donc devenu pour les scientifiques une sorte de ligne de mesure. Un endroit où l'on compare le passé, le présent et ce qui risque d'arriver ensuite. C'est pour cela que les relevés botaniques du sommet ont tant d'importance. Ils ont établi une base très précise de la diversité végétale, avec 227 espèces recensées sur le sommet, 44 nouveaux signalements pour ce même sommet, 13 espèces exotiques introduites et au moins une espèce alors considérée comme nouvelle pour la science. C'est presque une scène à double exposition. D'un côté, un lieu qui continue encore à révéler l'inconnu. De l'autre, un lieu où l'empreinte humaine laisse déjà entrer l'ailleurs. La montagne livre des secrets. Oui, mais pendant qu'elle les livre, elle se laisse aussi altérer. C'est peut-être cela le plus dur à accepter. La découverte et la dégradation peuvent avancer ensemble. Et parfois,
l'altération ne se voit pas. Elle se détecte. Elle s'isole en laboratoire. Elle apparaît dans une boîte de pétri ou dans un séquençage. Les travaux sur Roraima ont mis en évidence la présence de hélicobactères dans des eaux douces du Tepuy, une découverte déjà dérangeante en elle-même pour un environnement aussi isolé. Puis les amphibiens ont commencé à raconter une histoire encore plus inquiétante. En 2022, des chercheurs ont rapporté les premières infections chytrides observées dans toute la région biogéographique du Pantepuy. Et surtout, ils ont montré que ces infections corrélaient de façon significative avec la proximité des infrastructures touristiques les plus basiques. Tu vois ce que cela veut dire? Même ici, même sur ce toit battu par les pluies, le danger peut arriver porté par nos habitudes les plus ordinaires. Une semelle, une bâche, une zone de campement, un trajet répété 100 fois. Le monde perdu n'est pas percé par une invasion spectaculaire. Il l'est par la routine humaine. Puis est venue la découverte peut-être la plus glaçante de toutes, parce qu'elle concerne ce que personne ne voit. Une étude publiée sur le sommet a montré que la perturbation anthropique, en particulier liée au tourisme, réduit la diversité fonctionnelle microbienne d'environ 59% dans les sols, et aussi de façon nette dans le microbiome cutané et fécal du petit crapaud Oreofrinella kelchii, avec des baisses d'environ 21 et 14%. Les auteurs insistent sur un point décisif. Lorsque les fonctions microbiennes changent, ce n'est pas seulement une affaire de statistiques invisibles. Cela peut affecter les cycles écologiques, l'immunité des hôtes, leur résistance aux maladies, et donc la stabilité de tout l'écosystème. Dit autrement, Roraima peut commencer à tomber malade bien avant que l'œil humain ne remarque quoi que ce soit. Et c'est ici que le plateau devient vraiment inquiétant. Parce qu'un monde fondé sur des équilibres fins ne crie pas quand on le blesse. Il se désaccorde. Le petit crapaud des hauteurs, lui, résume presque à lui seul toute cette contradiction. Oreofrinella kelchii n'existe que sur 2 tepuis, Roraima et Weyasipu, entre environ 2200 et 2800 mètres d'altitude. Les travaux récents rappellent qu'il peut être localement très abondant sur Roraima, avec des estimations de population impressionnantes, tout en restant globalement vulnérable à cause de son aire minuscule, de sa spécialisation extrême et de la pression humaine croissante. Il est même classé en danger par l'UICN. Voilà l'ironie parfaite de Roraima. Une espèce peut sembler innombrable quand on la regarde sur place, presque rassurante par sa présence, et pourtant être fragile à l'échelle de la planète entière, simplement parce que son monde tient sur 2 morceaux de ciel. Ce crapaud n'est pas seulement une curiosité zoologique, c'est un avertissement vivant. L'abondance locale ne garantit rien lorsque tout votre univers tient dans une poignée de plateaux isolés. Et pendant que la surface vacille, le sous-sol rappelle une autre vérité essentielle. Sur Roraima, même la pierre n'est pas simple. Les grottes du système Roraima Sur, développées dans le quartzite, ont révélé une activité microbienne élevée et des communautés profondes dominées par des lignées très particulières, notamment des catédonobactérales, dans les zones plus internes. Cela a compté bien au-delà du plateau lui-même, parce que ces environnements ont obligé les chercheurs à revoir leurs idées sur les grottes siliceuses et sur la façon dont la vie peut se maintenir, laisser des traces et transformer la roche dans des conditions pauvres et acides. Pourquoi ramener cela ici, à la fin de l'histoire? Parce que c'est peut-être la meilleure image de Roraima. Un lieu où même ceux qui semblent inertes travaillent en secret. Un lieu où les changements les plus importants commencent souvent en dessous du visible. Alors, qu'ont réellement découvert les scientifiques sur le mystérieux plateau Roraima, quand on rassemble toutes les pièces sans tricher avec le spectacle? Ils ont découvert un massif immensément ancien,
mais pas figé. Un sommet isolé, mais pas hermétique. Un laboratoire évolutif où l'isolement et les échanges anciens ont coexisté. Une surface noire, vivante, colonisée jusque dans ses films d'eau. Des plantes qui ont transformé la pluie en piège. Des amphibiens qui ont remodelé leur existence entière pour survivre sur un toit de quartzite. Des grottes qui ont renversé de vieux préjugés géologiques. Et surtout, ils ont découvert qu'un lieu peut être extraordinairement ancien tout en restant extraordinairement vulnérable. C'est peut-être la leçon la plus difficile. L'ancienneté ne protège pas. Elle rend parfois la perte encore plus grave. Ce qui se joue sur Roraima dépasse donc la simple curiosité scientifique. Le plateau pose une question presque intime à notre époque. Savons-nous encore regarder un lieu sans le consommer? Parce qu'au fond, le vrai mystère n'est plus seulement de savoir comment ce monde s'est formé. La géologie, la biogéographie, la microbiologie, la botanique ont déjà ouvert beaucoup de portes. Le vrai mystère, maintenant, c'est de savoir si nous sommes capables de laisser subsister un endroit dont la valeur repose justement sur sa lenteur, sa rareté, son étrangeté et sa fragilité. Un lieu sacré pour les peuples qui l'entourent, un lieu scientifique pour ceux qui l'étudient, un lieu mythique pour ceux qui le rêvent, et un lieu menacé dès qu'on oublie qu'un écosystème perché peut être plus vulnérable qu'une vallée entière. Peut-être que c'est cela, la révélation finale. Roraima n'est pas un décor de fin du monde, c'est un miroir. Il nous montre ce qui arrive quand la nature pousse la spécialisation jusqu'au sublime. Et il nous montre aussi ce qui arrive quand l'humain touche, même légèrement, à un équilibre qu'il comprend encore mal. Là-haut, tout paraît immobile. Pourtant, tout travaille. L'eau, les microbes, les spores, les sols maigres, les vents, les pas, les maladies, la chaleur qui monte. Roraima n'est pas silencieux. Il parle simplement dans une langue trop lente pour notre impatience. Et maintenant, regarde une dernière fois cette montagne plate, ces falaises, ces eaux sombres, ces pierres noires qui semblent couvertes d'ombre. Ce que tu vois n'est pas un monde mort. C'est un monde au bord d'une décision. Continuer à exister selon ses propres lois ou commencer à se transformer sous les nôtres. Merci d'avoir traversé ce voyage jusqu'au bout. Si cette histoire t'a fasciné, troublé ou simplement fait lever les yeux vers les sommets oubliés de la Terre, garde Roraima quelque part dans un coin de ta mémoire. Parce que certains lieux ne nous demandent pas seulement d'être admirés, ils nous demandent d'être dignes d'eux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'un de ces mystères bien réels que la planète cache encore sous les nuages.